Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Check-in, le podcast du road trip aux USA, 100% pratique et 100% vécu. Il fait partie de ces rares sites naturels qui attirent tous les superlatifs, qui cochent toutes les cases du grand frisson, qui justifient à eux seuls un voyage dans l'Ouest américain. Plus de 400 km de long, près de 30 km de large, jusqu'à 1850 mètres de profondeur, le Grand Canyon en impose par sa puissance visuelle. C'est une visite ultra populaire, un site surfréquenté, et pourtant, de l'autre côté de la faille se trouve un autre Grand Canyon, plus secret, beaucoup plus discret, et dont les contraintes sont sans doute aussi ses atouts cachés. Salut Joël. Salut Jean-Christophe. Je t'ai proposé ce podcast car tu as récemment eu la chance de découvrir la rive nord du Grand Canyon, celle qu'on ne visite quasiment jamais, sa grande sœur, la rive sud que tu connaissais déjà, monopolisant, peut-être un peu à tort, toute la popularité du site. Alors comment est née cette idée d'intégrer la rive nord dans ton dernier road trip ? C'est une idée relativement ancienne, Jean-Christophe. Elle était dans un coin de ma tête et je m'étais promis de la réaliser à la première occasion, tout en ayant conscience des difficultés d'inscrire la rive nord du Grand Canyon dans un road trip qui ne soit pas trop bancal, tout en faisant la part belle au parc de l'Utah et du nord de l'Arizona. Les planètes se sont alignées à l'automne 2023 et j'ai tout naturellement inscrit la rive nord du Grand Canyon comme un passage obligé. C'était maintenant ou jamais. Alors, que retiens-tu de cette découverte ? Est-ce qu'elle était à la hauteur de tes attentes ? J'étais assez impatient de découvrir cette rive, mais sans trop focaliser, car j'ai souvent tendance à réidéaliser les choses et donc, au final, être plus ou moins satisfait de ce que je découvre dans la réalité. S'agissant de la rive nord, je dois reconnaître que c'est une expérience immersive très contrastée à tout point de vue, y compris dans le sens premier de ce dernier terme. Si ce n'est cette faille géologique gigantesque truffée d'immenses pitons rocheux, quasiment rien n'est comparable suivant que l'on soit sur une rive ou sur l'autre. Ce qui nous a spontanément plu dans cette dernière expérience, c'est le côté sauvage, confidentiel et un peu hors du temps de la rive nord, même s'il faut bien en convenir, ce n'est pas le désert non plus. La route d'accès nous met en condition progressivement. C'est assez long, mais l'environnement est vraiment superbe, surtout à partir de Jacob Lake. La route monte progressivement sur le haut plateau de Kebab qui culmine à plus de 2500 mètres dans une succession de pâturages et de forêts dans lesquelles la faune est extrêmement présente. Nous avons ainsi eu la chance de croiser pendant la montée un joli troupeau de bisons et à la descente un magnifique loup gris solitaire qui nous accompagnera du regard pendant un certain temps, une rencontre marquante. Un autre facteur qui nous a paru positif est le très faible niveau d'infrastructures construites. Tout est réduit au juste minimum. Les emprises sur la nature sont proportionnées et très bien intégrées. Du coup, on se sent plus en osmose et peut-être encore plus respectueux. Si on accepte quelques gros 4x4 garés sur les parkings, la rive nord nous a semblé à 1000 lieues des excès de la société de consommation. Enfin, le peu d'affluence se ressent sur les points de vue et les balades. On pourrait presque croire que ce n'est pas la même typologie de visiteurs que ceux de la rive sud. Tout semble plus calme, moins précipité. Le temps semble un peu plus suspendu, avec moins de tout. Tout cela renforce le côté sauvage et mystérieux de ce côté-ci du Grand Canyon. C'est en tout cas ainsi que nous l'avons perçu et apprécié. Beaucoup de points positifs donc. Est-ce que tu as relevé malgré tout quelques bémols dans ta partition ? Alors nous n'avons pas réellement relevé de points négatifs, même si l'offre de service est forcément limitée. Pour ceux qui souhaitent passer plusieurs jours sur place, cela nécessite une vraie préparation et de l'anticipation, sinon l'expérience peut engendrer une certaine frustration, notamment au niveau de l'hébergement, qui, en dehors du camping, se limite à une seule offre, celle du Grand Canyon Lodge. On ressent dans tes propos un vrai contraste entre les deux rives du Grand Canyon, deux ambiances, deux propositions, deux expériences qui ne semblent pas avoir grand-chose en commun. Mais celles et ceux qui rêvent de découvrir l'une ou l'autre des deux rives devront évidemment faire un choix. Certes, il est souvent vite fait, au profit de la rive sud, mais je te propose quand même, Joël, d'oser une mise en perspective des deux rives sur des critères objectifs.
Tu as raison Jean-Christophe, et ton propos confirme bien l'expression « choisir, c'est renoncer ». Alors refaire le match entre les deux rives n'aura du sens que si ce comparatif éclaire la réflexion des candidats au voyage, afin que ceux qui n'auraient qu'une seule option à lever puissent se déterminer au mieux. Pour quelles raisons principalement ? Eh bien, sauf à passer par les airs, le transport d'une rive à l'autre nécessite de longs transferts routiers, quel que soit l'itinéraire choisi. Il n'y a pas de route qui traverse le Grand Canyon, et les seuls ponts sont à ses extrémités distantes de plusieurs centaines de kilomètres. Par ailleurs, il est difficile d'inscrire les deux rives dans le même projet de road trip, sauf à ce que ce soit une volonté de départ impliquant de ce fait des choix forts. Donc, si on part du principe qu'on ne va pas spécifiquement découvrir le Grand Canyon, mais que celui-ci s'inscrit naturellement dans un road trip, je vous propose de passer en revue quelques critères les plus objectifs possibles qui devraient vous aider à vous positionner pour l'une ou l'autre des rives du Grand Canyon. Je vais ainsi évoquer successivement l'accessibilité, la pression touristique, l'intégration dans un road trip, les points de vue, les balades et randonnées, les activités, la météo, les hébergements et enfin l'alimentation et les services. Alors Joël, commençons à détailler le premier critère, c'est celui de l'accessibilité. Alors la rive sud est incontestablement la plus accessible. L'autoroute I-40 qui relie Los Angeles en Californie à Albuquerque dans le Nouveau-Mexique avant de poursuivre vers le Texas dessert Williams qui se trouve à moins d'une heure de Tusayan, la principale porte d'entrée de la rive sud. Si vous êtes en mode route 66, vous pourrez profiter des spots incontournables de cette route mythique comme Williams, Flagstaff ou Seligman, tout en prévoyant un court détour en direction de la rive sud. Celle-ci est également facilement accessible depuis l'est via l'US 64 qui permet de rejoindre Page au bord du lac Powell ou encore Monument Valley par exemple. Il est important de préciser que la rive sud est accessible toute l'année sans aucune restriction. La rive nord est quant à elle plus difficilement accessible. L'autoroute la plus proche, l'I-15 qui relie Las Vegas à Salt Lake City, se trouve à près de 3 heures de voiture. Kanab, la première ville d'importance, se trouve à 130 km et près de 2 heures de voiture. Jacob Lake, le village qui se trouve aux portes de Kebab Plateau, est quant à lui à 70 km de la rive nord. Par ailleurs, celle-ci n'est accessible que de mi-mai à mi-octobre, du fait de son altitude supérieure à la rive sud et d'une météo hivernale particulièrement rigoureuse. Il y a en effet un très fort différentiel d'enneigement entre les deux rives, de 1 à 4 en moyenne. La route peut néanmoins rester ouverte jusqu'à mi-décembre, mais les services proposés sur place sont restreints et sa fermeture se fait sans préavis. En conclusion donc, l'avantage en termes d'accessibilité est pour la rive sud. Accéder à la rive nord nécessite un vrai détour, on n'y va pas sur un coup de tête. Deuxième critère, Joël, c'est celui de la fréquentation touristique. Alors sur ce point, il n'y a pas photo si j'ose dire. Avec près de 5 millions de visiteurs en 2022, le Grand Canyon est l'un des parcs nationaux les plus visités des États-Unis. Le tourisme de masse n'est donc pas qu'un concept dans le coin, d'autant que la pression touristique se concentre malheureusement sur les principaux spots. Et quand on sait qu'à plus de 95% les visiteurs privilégient la rive sud, de toute évidence vous serez rarement seul sur les différents points de vue de ce côté-ci du Grand Canyon. Si les dizaines de bus, les perches à selfie et les groupes bruyants ne sont pas votre tasse de thé, vous savez quelle rive privilégier. En conclusion, l'avantage sur ce point est pour la rive nord. Le troisième critère de ce match concerne, Joël, la facilité à intégrer dans un road trip les deux rives du Grand Canyon. C'est quand même un des critères les plus déterminants, Jean-Christophe. Et comme je l'ai dit précédemment, la rive sud est de loin la plus facile d'accès. Cet avantage se ressent lorsque les candidats au voyage veulent intégrer le Grand Canyon dans leur boucle au départ de Las Vegas, de Phoenix ou même de Los Angeles et San Francisco avec souvent la route 66 comme colonne vertébrale. L'ouest,
Le sud et même l'est du Grand Canyon sont riches de destinations et spots qui se prêtent bien à la construction de boucles incluant la rive sud. En revanche, la rive nord, avec son accès unique par une assez longue route de moyenne montagne, rend plus difficile son intégration dans un road trip, sauf à faire un assez long détour. La seule alternative se situe à Jacob Lake à 70 km de la rive, soit 140 km aller-retour. C'est en effet dans ce village que vous pouvez choisir de continuer soit en direction de Kanab, soit en direction de Marble Canyon puis Page. La rive nord va de ce fait intéresser plus spécialement tous ceux qui rêvent prioritairement d'arpenter les superbes parcs du nord de l'Utah, comme Zion, Bryce Canyon, Capitol Reef, Page ou encore Arch. En conclusion, l'avantage sur ce point va à la rive sud. À ce stade donc, la rive sud mène le bal, mais tout peut changer, d'autant qu'on va maintenant évaluer les points de vue. Tu as raison Jean-Christophe, avec ce critère, on aborde le cœur du sujet. Si l'on vient découvrir le Grand Canyon, c'est essentiellement pour ses points de vue et ses panoramas époustouflants qui n'ont pas d'équivalent dans le monde. Ils sont relativement nombreux et tous spectaculaires. En fonction des heures, il peut y avoir foule, et celle-ci n'est malheureusement pas toujours respectueuse ni de son environnement, ni des personnes alentour. Pour le calme et la contemplation, il faudra soit être très matinal, soit rester après le sunset, ce qui, en plus de vous proposer un Grand Canyon plongé dans le noir, n'est pas forcément compatible avec un camp de base éloigné. Les points de vue de la rive sud sont les plus nombreux et les plus variés. Certains d'entre eux permettent même d'apercevoir le Colorado. Vous avez ainsi Hermit Rest Road qui relie sur une vingtaine de kilomètres de nombreux panoramas. Ils sont desservis par une navette. Pensez simplement à retirer au Visitor Center la carte qui vous permettra de les identifier. La Kebab Trail Route, quant à elle, permet de rejoindre Cameron puis Page à l'est du Grand Canyon. Elle est bordée également de nombreux points de vue. La rive nord, quant à elle, domine la rive sud de plusieurs centaines de mètres, et les points de vue sont sans doute plus impressionnants. Pour autant, ils sont nettement moins nombreux et offrent de ce fait moins de diversité. Le plus réputé est sans conteste Bright Angel Point, qui se trouve à quelques minutes du Grand Canyon Lodge sur un éperon majestueux, depuis lequel le sunrise reste pour toujours The Experience. La Cape Royal Road permet de relier en voiture quelques-uns des plus spectaculaires points de vue, notamment Point Impérial, qui se situe à 2700 mètres d'altitude, mais également Cape Royal, d'où l'on peut voir le Colorado. Cette route panoramique d'une quarantaine de kilomètres aller-retour chemine dans un environnement très sauvage. En termes de nombre et de diversité, l'avantage va à la rive sud sur ce critère. On en arrive au 5e point de ce comparatif, c'est celui des balades et des randonnées qu'il est possible de faire sur chacune des deux rives. Pour les balades, depuis la rive sud, on peut emprunter le Rim Trail, un sentier pédestre facile et très praticable. Long d'une vingtaine de kilomètres, avec un dénivelé quasiment nul, il suit l'intégralité de South Rim entre Hermit Rest à l'ouest et South Kebab Trailhead à l'est. Il est possible de n'en faire qu'une partie et de l'écourter avec des trajets en navette, l'entamer à partir de n'importe quel point de vue ou le terminer là où on le souhaite. L'offre est sensiblement identique pour la rive nord, la seule différence étant que les cheminements sont plus sauvages, avec une moindre affluence, ils donnent parfois l'impression d'être seuls au monde. Voilà pour les balades, mais qu'en est-il, Joël, des randonnées ? Alors si le Grand Canyon est réputé pour ses points de vue spectaculaires, il l'est sans doute encore plus pour ses randonnées mythiques, qui font rêver les plus sportifs, qui devront être chevronnés, endurants et entraînés pour descendre jusqu'au bord du Colorado et remonter, pourquoi pas sur l'autre rive, avant de profiter d'une navette pour le retour. À ce stade, il n'est pas inutile de rappeler quelques règles de bon sens pour que la randonnée ne se transforme pas en galère. Ne surestimez surtout pas vos capacités. Soyez bien équipés, notamment au niveau des chaussures. Si je précise qu'il faut éviter des tongs, je plaisante à peine en le disant. Soyez prévoyants au niveau de l'alimentation et de vos réserves en eau. Ne sous-estimez pas les orages en été qui ne sont pas rares, surtout l'après-midi. Le cas échéant, prévenez de vos intentions, surtout si vous êtes seul.
Deux trails partent de la rive sud et rejoignent le fond du Grand Canyon. Le premier est South Kebab Trail. Le point de départ est situé au sud de Yaqui Point, atteignable uniquement en navette ou à pied. Le sentier escarpé descend à flanc de pente avec une vue époustouflante particulièrement dégagée. La distance totale aller-retour est de 23 km environ pour un dénivelé de 1500 mètres. Il n'y a pas de point d'eau, pas d'ombre, ce qui oblige de le privilégier à la descente. Il n'est surtout pas recommandé de le faire en aller-retour. En fonction de ses capacités, il est tout à fait possible d'entamer la descente et de faire demi-tour dès que l'on en ressent le besoin. Ainsi, par exemple, à Skeleton Point, qui se trouve à environ 5 km du point de départ, soit aller-retour 10 km. Pour ceux qui arrivent au fond du Grand Canyon, le mieux est de dormir au camping et de remonter sur la rive sud en empruntant le Silver Bridge pour traverser le Colorado, puis en remontant par Bright Angel Trail qui se trouve être le second trail. Celui-ci est difficile lui aussi. Il est donc, comme vous l'aurez compris, réservé aux seuls randonneurs chevronnés et entraînés. À la descente, le point de départ se fait à Grand Canyon Village. La piste escarpée descend au cœur du Grand Canyon le long d'une gorge. La distance totale aller-retour est de 30 km environ pour un dénivelé de 1400 mètres. Le sentier est divisé en plusieurs paliers dont les 3 premiers sont accessibles dans la journée pour les plus sportifs. Des points d'eau potable sont disponibles sur chacun des paliers. Il y a également des toilettes et un téléphone d'urgence. Le trail est verdoyant et agréable mais difficile, très peu ombragé. Il est nettement plus long que le South Kebab Trail mais moins pentu. Si la descente peut paraître facile, la remontée l'est nettement moins et les 2 derniers kilomètres sont particulièrement raides et pénibles. En outre, la vue y est moins dégagée que sur le South Kebab Trail. Je précise qu'à partir de ces 2 trails qui se rejoignent, il est possible de prolonger jusqu'à la rive nord, mais bien évidemment, il faudra compter au moins 2 jours complets de randonnée. Alors justement, tiens, puisqu'on parle de la rive nord, quelles sont les randonnées qui y sont possibles ? Alors, la rive nord propose le grand frère de la rive sud avec North Kebab Trail, un sentier de plus de 40 km aller-retour et 1800 mètres de dénivelé. Inutile de préciser qu'il n'est réservé qu'aux trailers accomplis et qu'il va nécessiter 2 jours de randonnée, que vous remontiez sur la rive nord ou que vous fassiez la jonction avec la rive sud. Le point de départ se situe sur l'US 67, quelques kilomètres avant d'arriver à Grand Canyon Downstream. Il n'y a pas de point d'eau pour se ravitailler. Il est tout à fait possible d'entamer la descente et de faire demi-tour dès que vous en ressentez le besoin, après par exemple Coconino Overlook ou Supai Tunnel. Si vous souhaitez plus de précisions sur ces trails, n'hésitez pas à vous reporter au Sunset Guide dédié au Grand Canyon, dont le lien vous est communiqué. En résumé, sur le point balade-randonnée, le match est assez équilibré entre les 2 rives. On arrive, Joël, au 6e critère de ce match. Il s'agit des activités. Et là, je pense qu'il y a peu de suspense. Oui, Jean-Christophe, tu as raison. Sur ce point précis, le match est plié d'avance au profit de la rive sud. On trouve en effet de nombreuses activités qui vont de la location de vélos à assistance électrique, au survol du Grand Canyon en avion ou en hélicoptère, en passant par les randonnées à dos de mule ou de chevaux, ainsi que les tours en jeep. C'est vraiment diversifié et à même de contenter le plus grand nombre, même si certaines sont assez onéreuses, notamment les survols du Grand Canyon. Il est possible également d'emprunter le Grand Canyon Railways, le train qui relie quotidiennement Williams à la rive sud en aller-retour. Pour la rive nord, l'offre est nettement plus restreinte avec des randonnées à dos de mule ainsi que la possibilité de faire du VTT. Pour ceux qui sont adeptes de rafting, les départs pour descendre des rapides du Colorado se font à partir de l'East Ferry, qui se trouve à près de 2 heures de la rive nord et 2h30 environ de Grand Canyon Village sur la rive sud. On en vient, Joël, à un critère important, c'est celui du climat. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas le même sur les 2 rives du Grand Canyon. C'est tout à fait vrai, Jean-Christophe, et c'est suffisamment remarquable pour le souligner. Ainsi, la rive sud, qui se trouve plusieurs centaines de mètres en dessous de sa voisine, est beaucoup plus chaude, ce qui lui permet d'être accessible toute l'année.
En revanche, il peut y faire très chaud l'été, ce qui rend l'expérience moins agréable, surtout pour les adeptes de randonnée. A l'inverse, la relative fraîcheur estivale sur la rive nord est un avantage en été, mais il ne faudra surtout pas oublier sa petite laine pendant les intersaisons, dans la mesure où l'altitude moyenne est supérieure à 2500 mètres. S'agissant de cette dernière rive, la rive nord, je rappelle que l'altitude élevée et le fort niveau d'enneigement pendant la période hivernale imposent la fermeture des accès. La route est fermée sans préavis. Le risque d'orage d'été pour les deux rives fait également partie des phénomènes classiques auxquels il est rare d'échapper. En résumé, le fait que l'accès à la rive sud est ouvert toute l'année lui procure un avantage certain. Joël, on va maintenant s'intéresser à un paramètre stratégique, très stratégique, c'est celui des hébergements. C'est effectivement un des sujets les plus sensibles dans la mesure où la demande très forte implique malheureusement des tarifs qui peuvent être excessivement salés, surtout en pleine saison, et ce que l'on soit sur une rive ou l'autre. Par ailleurs, il faudra faire preuve d'anticipation, de patience et de persévérance. L'offre est plutôt abondante sur la rive sud. À l'intérieur du parc, les hôtels sont gérés par Xanterra. Comme la demande est très élevée, les prix le sont également, et il est nécessaire de réserver de nombreux mois à l'avance. À quelques kilomètres de l'entrée sud du parc se trouve le petit village champignon de Tusayan, essentiellement composé de motels. Les prix en saison sont à peine moins chers que dans le parc. Sinon, pour des prix beaucoup plus corrects et le charme en plus, il est possible de loger à Williams qui se trouve à moins d'1 heure de route. Le camping est quant à lui possible sur les emplacements autorisés, notamment au Mather Campground, situé dans Grand Canyon Village. Là encore, il faut réserver plusieurs mois à l'avance. Le Desert View Campground se situe près de l'entrée est à une quarantaine de kilomètres de Grand Canyon Village. Pour la rive nord, l'offre est beaucoup plus resserrée. Perché au bord de la falaise, le superbe Grand Canyon Lodge, bâtiment en bois et pierre, propose une vue plongeante incomparable sur le Grand Canyon. Outre le bâtiment principal, il y a plusieurs dizaines de cabinets en bois dispersés dans la forêt environnante. C'est la seule offre en dur pour la rive nord. En pleine saison, les prix sont plutôt assez élevés, notamment pour les chambres avec vue sur le Grand Canyon. Là encore, il faut réserver plusieurs mois à l'avance et ne pas hésiter à faire preuve de persévérance car la demande est assez forte. À environ 1 kilomètre de la rive nord, dans la forêt, on trouve le North Rim Campground. Plus loin, à une trentaine de kilomètres au nord, le long de la route d'accès, se trouve le Kebab Lodge ainsi que le Demot Campground. Encore plus loin, à environ 70 km, vous pourrez également trouver des solutions d'hébergement et de camping à Jacob Lake. En conclusion, compte tenu de la multiplicité et de la diversité des choix, l'avantage sur ce point va à la rive sud. Joël, on arrive au dernier critère de ce face-à-face, c'est celui de l'alimentation et des services. Alors pour la rive sud, en plus des incontournables et indispensables Visitor Center, il y a un General Store bien achalandé, une laverie automatique, des douches, un distributeur de billets, un bureau de poste ainsi qu'un cabinet médical. Vous avez une station-service qui se trouve à Desert View, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Grand Canyon Village. Cette station est ouverte d'avril à octobre. Une autre se trouve à Tusayan, à 11 km de l'entrée sud. S'agissant de la restauration, l'offre, pas forcément très qualitative, est assez abondante entre les deux pôles que sont Grand Canyon Village et Tusayan. Le mieux étant sans doute de se faire un panier repas et d'aller profiter des points de vue sur le Grand Canyon. Pour la rive nord, le Visitor Center principal se trouve au bout de la route. Un second point d'information se trouve au nord de l'entrée du camping. Il délivre les permis pour descendre au fond du Grand Canyon. On trouve également un General Store, une laverie automatique, des douches, ainsi qu'une station-service également à l'entrée du camping. Le Grand Canyon Lodge abrite quant à lui un bureau de poste. Il n'y a pas de cabinet médical, mais les rangers du parc tiennent un poste de secours. Pour la restauration, l'offre est très limitée. Vous avez soit le restaurant du Grand Canyon Lodge, soit une cafétéria qui se trouve également près du Grand Canyon Lodge.
La remarque pique-nique faite pour la rive sud conserve tout son sens pour la rive nord. Au final, pas vraiment d'avantage pour l'une ou l'autre rive, simplement pour la rive nord, il conviendra de bien anticiper. Eh bien, c'est l'heure des comptes dans ce duel improbable. Cela nous fait 8 points pour la rive sud et 3 pour la rive nord. Mais Joël, soyons honnêtes, tout va dépendre où nos amis voyageurs vont placer le curseur de leur priorité. Tu as tout à fait raison, Jean-Christophe, et vous l'aurez compris, je pense faire un match entre les deux rives du Grand Canyon relève plus du clin d'œil et de l'exercice de style, tant les différences sont profondes entre les rives de ce monument spectaculaire. Cela pourrait presque relever du débat philosophique. Si les critères ne pèsent bien évidemment pas le même poids quelles que soient les aspirations des uns et des autres, certains seront néanmoins plus déterminants, comme l'intégration d'un road trip ou encore celui de l'accessibilité. Notre idée à la base était d'éclairer les candidats au voyage en mettant en évidence les particularismes de chacune des rives, leurs points forts et leurs attraits, sans pour autant éluder les principaux obstacles qui feront que le choix se portera in fine sur l'une ou l'autre. Nous espérons avoir réussi. Ce qui est sûr, Joël, c'est que grâce à toi, ce choix devrait être plus éclairé, tout en permettant de ne pas écarter trop vite de l'équation la fameuse rive nord qui a de très très beaux atouts, on l'a vu, surtout si vous recherchez les spots hors des sentiers battus. Avant de conclure, Joël, peut-être quelques conseils pour réussir sa visite du Grand Canyon. Eh bien, le premier que je pourrais donner, c'est rappeler que les rives du Grand Canyon sont situées à une altitude très élevée. 2000 mètres pour la rive sud en moyenne et 2500 mètres pour la rive nord. Il peut donc y faire froid quelle que soit la saison. Prévoyez de vous équiper en conséquence. Si vous pensez faire quelques balades et randonnées, les sentiers sont assez bien équipés en général, mais ils nécessitent un vrai équipement de randonnée, notamment au niveau des chaussures. Plus spécifiquement pour la rive nord, préparez votre venue et anticipez vos besoins car les offres de biens et services sont assez limitées. Le prix à payer sans doute pour plus de calme et de tranquillité et de bénéficier d'une nature préservée. Et j'ajoute que vous retrouverez dans la description de ce podcast le lien vers notre Sunset Guide entièrement dédié au Grand Canyon. On va vous mettre aussi un lien vers l'article consacré au survol du Grand Canyon en hélicoptère ou en avion. Merci Joël pour le partage de ton expérience et pour avoir décrypté les atouts des deux rives. Merci à toi Jean-Christophe, comme d'habitude ça a été un vrai plaisir. À bientôt donc pour un nouvel épisode Joël, et pour vous qui nous écoutez, c'est le moment de noter le podcast, de le commenter, de poser vos questions, même par exemple sur notre chaîne YouTube. Merci à tous pour votre engagement, prenez soin de vous et à très bientôt.